Bon, ceux qui écoutent le podcast depuis un petit bout de temps, vous savez que j'ai une forme de passion pour les champignons qui font des fois un peu halluciner. Puis là, récemment, je suis tombé dans une drôle de forme d'hallucination. Puis c'est un jeu que j'ai toujours aimé faire, c'est de me dire, si j'étais Kent Hughes, quel joueur j'irais chercher pour améliorer mon équipe? Puis pendant un trip, je me suis dit, quelle équipe est vraiment décevante dans la Ligue nationale de hockey et qui a un joueur qui est tout aussi décevant? Puis là, j'ai pensé aux Devils du New Jersey. Puis je me suis dit, hey, le Canadien cherche un joueur de centre, un deuxième centre. Puis j'étais comme, qui a le potentiel que éventuellement son contrat va finir? Puis là, je me suis dit, hey, Nico Hischier, il a 27 ans, son contrat finit à la fin de la saison 2026-2027. C'est un joueur qu'avec les Devils, les gens vont dire pourquoi il l'échangerait. First overall, très bon joueur. Mais les Devils, à un moment donné, ils vont devoir tomber en mode reconstruction parce que Hischier, Jack Hughes, la sauce, ça lève pas. Ils sont allés chercher Dougie Hamilton. Ils ont Dawson Mercer qui joue avec. Mais il y a quelque chose qui se passe chez les Devils qui ne marchera pas. Puis tôt ou tard, les Devils vont devoir se dire, est-ce qu'on continue à essayer de devenir une équipe championne avec Nico Hischier ou on l'échange? Puis là, je me suis dit, man, Nico Hischier serait le parfait deuxième centre pour le Canadien de Montréal. En fait, c'est comme si on avait un deuxième Nick Suzuki. Beaucoup de gens le comparent à lui. Je me dis, en plus, Nico Hischier, c'est un joueur de la Suisse, c'est un Européen. Entre vivre au New Jersey puis aller jouer au Prudential Center, puis lui qui arrive à Montréal avec des bons restos, du monde le fun, je me dis, Nico Hischier. En plus, son capite est à 7 millions. On s'entend qu'avec ses performances, qui est borderline un point par match, on serait capable de leur signer pas trop cher. Moi, je me dis, tu l'amènes à Montréal, tu dis, hey Nico, on te redonne 7 ans, 7 millions. Un autre style. Bref, tout ça pour dire que ceux qui me suivent sur le Patreon savent de quel genre d'hallucination que j'ai. Mais je suis avec mon invité aujourd'hui, un joueur d'hockey, Sébastien Sylvestre, un autre joueur de centre. Qu'est-ce que tu penses de mon hallucination que Kent Hughes devrait tout faire pour aller chercher Nico Hischier des Devils du New Jersey? My God, c'est pas une hallucination extravagante, c'est quand même assez réel. Ouais. T'as bien pensé à ça. Et que j'avais pas pensé à lui, mais ça serait un atout complètement magique pour le Canadien de Montréal. On se rappelle que les derniers échanges que le Canadien de Montréal qui ont essayé d'aller chercher des gros joueurs, ben finalement, c'était des joueurs qui étaient peut-être en fin de carrière, qui avaient un peu moins de jus à donner qu'on s'attendait d'eux. Mais je pense que Nico Hischier, il serait vraiment un excellent atout pour le Canadien de Montréal. Oui, parce que des fois, on pense à plein de joueurs qui se font vers le pas à gauche et à droite. Tu sais, Steven Stamkos avec le Canadien, ça va rien donner. Là, tous des anciens joueurs de 30-32. Mais là, la grosse question, c'est qu'est-ce qu'on donne? Est-ce que tu prends le risque de donner Michael Hage pour Nico Hischier? Oui. Oui, parce que je pense qu'on est assez bien installé, bien établi en défensive. Je pense qu'on peut aller chercher un bon joueur de centre qui va venir nous aider. L'autre joueur que j'avais pensé que le Canadien de Montréal pourrait aller chercher, qui est un jeune qui performe en ce moment dans une équipe qui ne performe pas, c'est Matthew Knives. Ouais, tout le monde en a parlé de lui. Il est incroyable. Fait que je pense que ça serait un joueur idéal pour le Canadien de Montréal. Est-ce que ça peut arriver? Ça m'étonnerait parce que je pense pas que Toronto va laisser partir un joueur comme ça. Non. Mais définitivement que ça serait un joueur à cette identité-là que le Canadien de Montréal aurait besoin. Ouais, en tout cas, chose certaine, message à mise au jeu. Si vous voulez ouvrir un pari pour le draft, est-ce que Nico Hischier va être échangé? Moi, je vous recommande de faire un petit pari là-dessus. Wink, wink. Actualité du Canadien de Montréal. Vu que tu as une longue carrière dans... Ça fait longtemps que tu joues au hockey, tu as joué la LHJMQ. En passant, là, je vais prendre un moment pour présenter mon invité. Sébastien Sylvestre, joueur actuel du bataillon de Saint-Hyacinthe. Exact. Ton boss, c'est Guillaume Latendresse ou Maxime Lapierre? Guillaume. Guillaume, c'est ton boss. Exact. Ancien participant à Occupation Double. Puis rapidement, est-ce que tu peux me présenter en quelques mots pour que les gens qui ne te connaissent pas sachent un peu plus qui tu es? Effectivement, moi, j'ai joué au hockey pas mal toute ma vie. C'est ce qui m'a représenté la majorité de ma vie jusqu'à aujourd'hui. J'ai joué 8 ans en Europe, 3 ans aux États-Unis avant ça. Puis, revirement de situation, j'ai décidé de revenir ici au Québec, de m'installer au Québec.
Occupation Double est une opportunité qui est arrivée à moi, fait que j'ai sauté là-dessus. Puis aujourd'hui, ben, j'ai parti d'une entreprise d'inspection de bâtiments. Je fais plein d'autres choses. J'anime un podcast aussi, une émission de télé qui s'appelle Une fois au chalet. Puis ben, je joue pour le bataillon aussi, fait que je continue de rester dans le monde du hockey. Nice. Fait que c'est ça, là, YAS, ta business, entreprise YAS, c'est inspection en bâtiment. C'est l'inspection spécialisée. Dans le fond, c'est au lieu d'un inspecteur général qui va faire l'inspection d'un pré-achat, nous, on fait des tests environnementaux. Ce qui fait en sorte que ben, on va chercher la sécurité des gens. C'est plus test de moisissure, amiante. Puis s'il arrive quoi que ce soit, ben, on est capable de faire la reconstruction, le nettoyage. Fait que tu commences à faire des vidéos TikTok comme le gars là, qui est super connu, que j'adore, le Inspecto. C'est le gars qui est à Gatineau. Là. Il est bon, lui. Il est là. vraiment bon. Oui, c'est dans mes plans éventuellement de grossir la business. Puis ben, c'est sûr que les réseaux sociaux prennent une grosse partie aujourd'hui. Fait que je pense que pour être connu, parce qu'on a un super de bon service, on a des prix compétitifs, mais si les gens ne nous connaissent pas, ben c'est tough de faire affaire avec nous. Fait que c'est pour ça que je pense que je vais être plus présent sur les réseaux sociaux. Ouais. OK, nice. J'ai hâte de voir tes vidéos où est-ce que tu sais que tu reçois l'intimidation des constructeurs qui ont développé dans un milieu humide ou qui ont pollué un lac. Ils sont comme non, c'est bon pour la santé. Parlant de santé, Kirby Dach, tu as vu aujourd'hui qui est encore une fois blessé. Ouais. Un joueur, parce que tu as dû côtoyer beaucoup de joueurs qui ont vécu beaucoup de blessures, un gars comme Kirby Dach qui se blesse constamment. Dans la Ligue nationale de hockey, on jette la serviette avec lui? T'es Kent Hughes, tu fais quoi avec ce gars-là? Si je suis Kent Hughes, oui, t'as pas le choix à un moment donné. Faut que tu passes à autre chose. Tu peux pas te permettre d'attendre après un joueur, même s'il est super bon, même s'il pourrait apporter à ton équipe. À un moment donné, il faut que tu aies des joueurs qui donnent des résultats là, maintenant, tout de suite. C'est malheureux parce que ben, ça arrive à tout le monde des blessures. Puis je suis convaincu que Kirby, ça ne tente pas d'être blessé. Il aime bien mieux être sur la glace que d'être dans les estrades. Mais à un moment donné, c'est que le pool de joueurs est tellement vaste, c'est tellement grand. Il y a d'autres personnes qui poussent en dessous. Puis ben, si tu peux pas faire la job, soit que tu vieillis, tu as moins d'habileté, soit que tu es blessé, tu es tout le temps blessé ou peu importe, ben, à un moment donné, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Puis je pense que ben, l'heure arrive un petit peu là, pour Kirby Dach. Ouais, puis Kirby Dach, est-ce que tu recommanderais de prendre sa retraite ou tu lui dis continue de rouler ta bosse en espérant que tu arrêtes de te blesser? Continue de rouler ta bosse, tout dépendamment de lui, c'est quoi ses ambitions dans sa vie puis tout ça, c'est quoi son background, est-ce qu'il y a une scolarité, est-ce qu'il y a d'autres ambitions, est-ce qu'il veut partir une business en entrepreneuriat, peu importe. Mais tout dépendamment, je pense qu'il est encore bon, il est encore jeune. S'il est capable de se renforcer puis de réparer ses petits bobos, puis il a une belle carrière il peut poursuivre dans la Ligue américaine, il peut aller en Europe, et il y a plein d'opportunités pour lui de continuer de gagner sa vie avec le hockey. C'est ce qu'il veut faire, absolument. Ouais, je fais une parenthèse avec le hockey en Europe. Est-ce que c'est vrai que le hockey en Europe est moins physique? Ça dépend quelle ligue. Ah ouais? Si tu vas en Allemagne, tu as le droit à 10 imports en Allemagne, 10 à 12 imports, qui est souvent, mettons, des Américains, des Canadiens, ça peut être des Finlandais ou peu importe, mais dans ces ligues-là, c'est quand même assez physique. Ça ressemble beaucoup à la Ligue américaine. Si tu vas en Suisse, Finlande, Suède, je pense que c'est des ligues qui sont plus axées sur la rapidité, puis sur les skills individuels et non sur le jeu physique, quoique il y en a quand même. Mais oui, effectivement, surtout à cause que les glaces sont plus grandes. Hein? Les glaces olympiques sont plus grandes. Fait que tu as un peu plus d'espace sur la glace, tu as un peu plus de temps aussi de réaction, de voir les autres arriver. Tu peux faire tes jeux avant même que le contact soit arrivé. Tandis que dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine ou sur des glaces de standard, ben, le jeu il est plus rapide. T'as les gars en face souvent. Là, fait que c'est pour ça que c'est plus physique. OK, bon, fait que problème de régler pour Kirby Dach. L'année prochaine, Kirby va te trouver une équipe en Suède puis en Finlande. Tu vas avoir le temps d'éviter les mises en échec puis tu vas arrêter de te blesser. Un autre grand blessé que là, on touche du bois, il n'est pas blessé. Est-ce que c'est le temps pour le Canadien de donner une chance à David Reinbacher de voir de quel bois il se chauffe dans la Ligue nationale de hockey? Oui, j'ai pas suivi sa saison à la lettre. Il est tout le temps blessé. Hein? Il est tout le temps blessé aussi. Ouais. Je pense que oui, on pourrait lui donner une chance, c'est sûr, parce qu'il est plein de talent. Puis c'est à le placer dans des situations aussi pour voir comment il va réagir sous pression puis tout ça. Je pense que le Canadien de Montréal ont vraiment ils ont un futur rapproché assez prometteur. Puis je pense que ben là, c'est une bonne occasion pour
lui laisser sa chance de briller un peu puis de voir qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe. Ouais, puis de l'autre côté, je me dis, quand je regarde les gaffes défensives qu'un Jaden Struggle fait ou Arbor Jackai, on se dit peut-être que ce jeune-là, lui aussi, va en faire des erreurs, mais au moins, on va se dire, il est jeune puis il a peut-être beaucoup d'upside. Oui, mais par exemple, ces autres gars-là, ils amènent un peu plus de physicalité que. Ouais. Tu sais, fait faut que tu regardes qu'est-ce que tu as de besoin dans ton club puis qui peut aller te chercher ça. Tu sais, Jackai, je pense qu'il a sa place dans le Canadien de Montréal parce que c'est un gars qui peut apporter beaucoup de physicalité. De jeu physique devant le net, puis tout ça, puis de l'intimidation aussi, tu sais, comme ça joue quand même dans la tête des autres joueurs des autres équipes quand tu as un gars, tu as un enforcer comme ça qui est dans le line-up, que si tu fais quelque chose, ben, tu vas venir te faire voir. Là. Ouais, OK, je vais mettre de côté mon script de toutes les questions que je voulais faire avec toi parce que tu me parles d'intimidation. Puis un de mes chums, c'est Renaud Lefort, qui a été le commissaire de la LNAH. Ouais. Puis là, moi, je regarde des fois des highlights de ces games-là. Tu sais, dans LNAH, je sais que les joueurs actuels, vous n'aimez pas ça quand vous entendez cette critique-là, mais il y a quand même des gars vraiment tough dans ta ligue, right? Absolument. Puis il y a des grosses batailles. Il n'y a pas un gars, même cette année, là, je pense, qui s'est fait suspendre. Il y avait un clip viral de lui que dans le warm-up, il courait après tout le monde. Tu sais, ça t'arrive-tu des fois d'avoir peur? Ça glace? Peur, non. Peur, non, parce que tu penses jamais que ça peut t'arriver, tu sais, dans le sens que c'est vraiment moins pire que c'était. Je pense que dans les années antérieures, il y avait des joueurs qui étaient pas mal plus dangereux que qu'est-ce que la Ligue est aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu un gros changement. Puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de bons joueurs qui vont dans la Ligue nord-américaine aujourd'hui, des joueurs talentueux qui ont joué à un haut niveau, pas mal plus haut que moi aussi. Fait que la Ligue est vraiment bonne. C'est vraiment du bon hockey, puis c'est excitant. Il y a, oui, des batailles, mais il y a du jeu physique autant, du bon jeu, des skills aussi, des beaux buts. Fait que je pense que c'est vraiment moins pire que c'était. Est-ce que j'ai peur? Je pense qu'il y a des gars qui sont quand même assez dangereux, puis il faut que tu gardes un peu ta tête haute. Mais je pense pas qu'il y a personne qui veut blesser personne maintenant. Ça a beaucoup changé. Qu'est-ce que ça a changé? Parce que je regardais ton hockey DB, puis tu as toujours été un gars de skills. Il y a une couple d'années, quand tu étais dans ECHL, on va dire pendant 2-3 saisons, tu étais premier pointeur de ton équipe. Puis là, 2017, 2018, 150 minutes de pénalité, 120 minutes de pénalité. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 saisons-là? C'était où, ce 2017? C'était dans des villes fuck all, le Bakersfield, puis c'est les Condors de Bakersfield. Ouais, exact. Ça, c'était dans ma première année dans East Coast. Mais moi, je pense que ces minutes de punition-là, c'est arrivé à ma première année en Angleterre, je pense. Puis, écoute, on dit souvent que les arbitres sont pas bons, mais allez voir les arbitres en Angleterre. Non, c'est que j'étais un gars assez intense. Puis je suis pas du genre à me battre, à me lâcher les gants puis à me battre, mais je suis du genre à me tirailler tout le temps. Je suis tout le temps devant le net. Je vais d'un coin. J'allais plus d'un coin. Je me suis blessé beaucoup, moi aussi, dans ma carrière, malheureusement. Fait que j'ai slow down un peu là-dessus. Mais plus jeune, je reculais pas devant personne. Je me tiraillais tout le temps devant le net. Fait que ça m'arrivait souvent de pogner des 5 minutes pour bataille ou des 10 minutes antisportifs aussi pour trash talk puis ces affaires-là. OK, ben t'as pas viré goon pendant 2 saisons. Là. Non, pas tout. T'es juste devenu un peu Maxime Lapierre, c'est stéroïdes. Ouais, c'est ça. OK, si on revient à ton début de carrière, à quel âge t'as commencé à jouer au hockey? My God, à quel âge qu'on peut mettre des patins? Je pense 3 ans. À 3 ans, je pense que j'avais une première paire de patins. Moi, dans le fond, je voulais pas faire aucun autre sport. Mon père m'avait inscrit au baseball, au football américain aussi. Il n'y avait rien à faire. Je voulais que jouer au hockey. C'était matin, midi, soir, été comme hiver. Donc, j'ai fait tout mon hockey mineur ici au Québec, dans la région de Boucherville. Après ça, j'ai joué junior majeur. Ça, c'était comme mon rêve. Mais avant qu'on arrive au junior majeur, à quel âge que dans ta tête de ton rêve de petit gars, tu t'es dit... Si t'es capable de te faire drafter dans Q, ça veut dire que dans le temps, c'est quoi tu jouais midget, Bantam 2A, Bantam AAA, midget Ouais, 3. Exact. À quel âge que tu t'es dit, peut-être que j'ai une chance ou comme ça, c'est ce que je peux faire? J'étais un peu delusional parce que je pense qu'il y avait beaucoup de coachs, de parents d'estrade puis tout ça qui parlaient avec ma famille, mon entourage, puis ils disaient « Ah, Sabi est bon, tu sais, mais attends de voir l'année prochaine, il fera peut-être pas le 2A, puis tout ça. » Puis moi, ça me passait 100 000 pieds par-dessus la tête parce que je savais que j'allais tout faire pour y arriver, dans le fond.
Fait que j'ai tout le temps joué le plus haut calibre que tu peux pas jouer dans le hockey mineur. Fait que moi, c'était Atom 2A, après ça, Pee-Wee 2A, Bantam 2A, Midget Espoir, Midget 3. Fait que tout le long de ma carrière, je m'améliorais à chaque année, puis à chaque été, je prenais un gros step. Puis pour moi, il était pas question que je réussisse pas. C'était inconcevable, c'était impossible. Fait que j'étais convaincu que j'allais me rendre dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis c'était comme un peu mon rêve. Tu sais, il y a des gens qui pensent tout de suite à la Ligue nationale. C'était beaucoup trop loin pour moi. Moi, je voulais juste la Q. Si je voulais atteindre ce plateau-là. Puis à mon premier camp d'entraînement dans la Ligue junior majeure, je me suis disloqué l'épaule. Fait que t'as juste fait une game parce que je vois dans ton hockey début, ta première saison, t'as eu une game. Exact. Ben non, dans le fond, ça, c'était à mon repêchage. J'ai joué midget 3 à l'âge de 17 ans, puis j'ai été call-up à 17 ans pour un match à Chicoutimi. Fait que j'avais juste joué un match. Après ça, venait la saison que j'étais censé jouer, ma saison complète à Chicoutimi. Je suis arrivé au camp d'entraînement, tout allait bien. Puis vers la fin du camp d'entraînement, je me suis disloqué l'épaule. Puis l'équipe m'a dit OK, on va te couper, on va prendre quelqu'un d'autre. On va t'envoyer dans le Junior 3. Fait que j'ai tombé à Grimby au Junior 3, puis j'ai performé le premier début de saison. Puis je me suis fait call-up à Chicoutimi à Noël. Puis après ça, j'ai pu regarder en arrière. Je suis resté dans la Ligue junior majeure. Ah, parce que t'as joué pour les Saguenayens, 4 ans, puis après ça, t'as fini avec le Un genre de 2 ans et demi. Fait que dans le fond, c'est cette moitié de saison-là, à mes 18 ans. J'ai fait 19 complets à Chicoutimi. J'ai fait 20 ans, moitié de la saison. Puis après ça, j'ai été changé à Rimouski. OK. Puis quand on entend parler de la Q, là, disons, je trouve que la Q, depuis peut-être une dizaine d'années, a peut-être pas la meilleure réputation. Toi, en tant que joueur là, qui est dans l'organisation, dans l'équipe, dans les autobus, on va dire, t'as dû voir un peu la transition des coachs, parce que on entend des histoires de coachs, des affaires de coachs qui mettaient des têtes de cochons morts dans des vidanges puis garochaient du sang. T'as dû... J'ai jamais vu ça, moi. C'est ça, fait que c'était smooth ton expérience. Tu recommandes ton expérience parce que là, ce qui arrive, c'est qu'avec les collèges américains qui ont ouvert un peu les valves, que là, j'ai comme l'impression que la majorité du meilleur talent québécois va aller au States. Tu sais, des fois, tu entends des parents te dire, moi, j'ai des amis qui ont des enfants qui ont peut-être 10, 11 ans, puis eux, ils disent, mais là, moi, c'est sûr que si mon fils, à 16 ans, il a le choix de faire un prep school américain ou la Q, prep school américain. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui disent que, ouais, mais le calibre de hockey dans la Q reste encore plus fort. C'est quoi ton analyse de la Q? Moi, j'ai adoré mon expérience de la Q. Fait que c'est sûr que... je pourrais pas parler en mal de la Ligue junior majeure du Québec parce que c'est une école de vie. C'était dans les plus belles années de ma vie et tout ça. Par contre, à savoir ce que je sais aujourd'hui, si je pouvais retourner en arrière, je pense que j'aurais choisi le collège américain. Oh, ouais. Le collège américain, c'est parce que tu as plus de temps pour te développer aussi, tu sais. Moi, quand je suis arrivé dans la East Coast à 20 ans, les rookies qui venaient des collèges américains avaient 24 ans, 23, 24 ans. Fait que moi, j'arrivais à 20 ans qui tombaient sur 21 ans, qui essayaient de me battre contre des gars qui, eux, ils jouaient moins de matchs. Fait que dans le collège américain, tu joues un peu moins de games, mais tu as plus de temps de t'entraîner, de te développer. Puis les gars sont plus vieux aussi. Fait que quand ils arrivent à leur première saison professionnelle, ils ont déjà 23, 24 ans, puis excuse-moi, mais c'est un gros gap à cet âge-là. Oui. C'est un très gros gap entre 20 ans et 23 ans en plein développement, puis en pleine capacité, ta mentalité aussi, ta capacité de lire le jeu, de voir les choses. Fait que c'est une belle école de vie, la Ligue junior majeure du Québec, puis si tu as la chance de pouvoir y aller, je le conseille à n'importe qui, mais après ça, c'est de voir c'est quoi tes opportunités que tu as. Est-ce que tu as des collèges américains qui sont intéressés envers toi? Puis après ça, c'est de faire les pour et contre sur ta situation personnelle. Tu sais. Ouais. Puis en jouant dans le Q pendant plusieurs années, est-ce que tu restes chummy avec tous les gars avec qui tu as joué ou ça passe? Puis ça, c'est un peu comme dans une entreprise, tu travailles pour une compagnie, tu as des collègues de travail, puis ils quittent, puis tu perds contact avec eux autres ou tu gardes quand même un lien avec tes boys? C'est sûr que quand tu arrives dans la Ligue junior majeure, déjà, les gars sont dispersés à travers le Québec. Tu as du monde qui vient de Montréal, tu as du monde qui vient de la région, de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, peu importe. Fait que quand on fait partie d'une équipe, c'est comme un gros brotherhood, là, les gars juniors. Si je les revois aujourd'hui, c'est sûr qu'on va se rappeler des souvenirs du passé, puis ça va être comme si on s'était jamais quitté.
Mais aujourd'hui, ça fait tellement d'années de ça que tout le monde est dispersé un peu. Tout le monde reparti dans sa vie un peu à gauche, à droite. Mais si je les croise à quelque part, par exemple, c'est sûr que le lien est encore là. OK. Dans ta carrière dans le Q, tu as joué avec une couple de gars qui ont été autant repêchés dans la Ligue nationale, qui ont joué. Tu as joué avec Laurent Dauphin, Nicolas Roy, il y a eu Jérémy Grégoire, Pajot, tu as une couple de gars de même. C'est qui le joueur avec qui tu as joué dans la Q que tu étais convaincu qu'elle allait devenir une méga star puis que finalement, pour X, Y raison, c'est pas arrivé? Ouf. Tu sais, y a-tu des gars que t'étais comme, man, il est tellement bon, tu dis, ah, son hockey IQ, il est tellement bon, ou il y a tellement de bonnes shots, c'est sûr qu'il va être une star, puis finalement, c'est pas arrivé. Un de mes très, très bons amis qui a arrêté de jouer au hockey il y a vraiment longtemps, il a arrêté de jouer junior majeur, justement, là, à Val-d'Or, c'était Thomas Gobeil. Thomas Gobeil, c'est un gars avec qui j'ai joué tout mon hockey mineur, que j'ai grandi avec lui. Il venait de Saint-Bruno, moi, je venais de Boucherville. Puis durant notre enfance, il était tellement une coche au-dessus de tout le monde. Son gabarit, son coup de patin, sa shot, puis tout ça. Il a fait le junior majeur à 16 ans. Il a dominé, mais comme il a tout le temps... il a jamais joué à son plein potentiel, finalement. Puis je pense qu'à ses 19 ans, il a décidé d'arrêter. Il a été changé de Chicoutimi à Val-d'Or. Puis il a finalement pas voulu finir la saison. Fait qu'il est retourné chez lui. Puis Val-d'Or a gagné la Ligue cette année-là. Puis je pense que ça lui a nuit un peu parce que s'il avait continué à jouer avec eux puis avoir eu des bonnes séries, probablement il y aurait eu une chance de jouer à un plus haut niveau. Fait que lui, c'est sûr que ça a été comme une déception d'avoir grandi avec lui, d'avoir vu comment il a évolué, puis finalement de ne pas se rendre au bout. Fait que je pense que c'est le plus gros exemple. Puis un autre joueur qui est très, très, très similaire à Thomas, c'est Francis Beauvillier qui joue avec moi au bataillon de Saint-Hyacinthe. Es-tu allié avec Anthony Beauvillier? Oui, c'est son frère, c'est son grand frère. Fait que tu vois, en grandissant, Francis était tellement bon, puis on était convaincus qu'il allait jouer au plus haut niveau. Puis finalement, ben, c'est son frère qui l'a surpassé. Puis que Anthony qui a une super belle carrière aujourd'hui. Ouais, là, il est-tu encore avec les Islanders? Oui. Ouais. Ou les Preds? Non, il est avec les Islanders. Il est encore avec les Islanders. Ouais, exact. Puis Thomas Gobeil, peut-être que je suis complètement dans le champ, mais es-tu devenu comme coach de hockey spirituel sur Instagram ou je suis dans le champ? Oui, c'est lui, ça? Absolument. Grim, il est sur ma liste d'invités potentiels. Ouais, écoute, il y a une belle histoire. Tu sais, comme c'est quand même assez touchant parce qu'il a vécu quand même des gros traumas face au hockey, j'ai l'impression, en grandissant. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas été capable de jouer à son plein potentiel. Puis aujourd'hui, il est allé dans une découverte de lui-même, puis une découverte de comment pouvoir accéder à son plein potentiel en étant sportif. Fait que oui, il essaie d'aider les jeunes joueurs de hockey, mais je pense qu'il peut aider aussi d'autres athlètes. Mais je te laisserai découvrir un peu. J'ai reach out à lui parce que je me sais qu'il a fait une vidéo puis il parlait de l'espèce du hit factor, puis il était comme super comme vulnérable, qui parlait que il y a des joueurs que dans des moments importants, puis tu sais, comme moi j'y crois, puis je reviens tout le temps sur la défaite du Canada aux Jeux olympiques, exact. Que quand la puck drop, il y a des joueurs que quand ce moment-là est important, c'est là qu'ils atteignent leur plein potentiel, puis c'est ce qui fait qu'ils deviennent des Sidney Crosby. Tu sais, pourquoi Sidney Crosby, il score tout le temps dans les moments importants, c'est qu'il y a ce genre de hit factor-là, comme Patrick Roy, tu sais, à un moment donné, quand tu gagnes 4 Coupes Stanley avec 2 équipes différentes, le monde a beau dire qu'il y avait tel défenseur devant lui, Roy, il a fait l'arrêt. Là. Absolument. Tu sais, Montembeau, pas sûr qu'il a ce hit factor-là. Mais il l'a eu l'année passée, là, tu vois. Ça aussi, c'est quand même difficile parce que les gens sont quand même assez sévères sur les performances. Puis, tu sais, il y a eu une excellente saison l'année dernière. Cette année, c'est un peu plus difficile. Ça veut pas dire qu'il est fini, tu sais, dans le sens que... mais ça revient à ça sur les Sidney Crosby de ce monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Connor McDavid sur la performance qu'il y a eu aux Jeux olympiques. Je comprends, mais il faut quand même regarder le big picture ici. Puis il a quand même encore battu des records, ce gars-là. Puis c'est pas pour rien qu'on classe comme le meilleur joueur de hockey au monde entier en ce moment. Puis pourquoi taper sur la tête à Connor McDavid quand le match final contre les États-Unis, c'était Celebrini qui était bien placé pour enfiler les grilles, puis c'était son tour to shine, puis finalement, il l'a pas fait. Pas parce qu'il n'a pas joué un bon match, mais parce que la puck, elle voulait pas rentrer. Après ça,
Connor McDavid, il a quand même donné la passe à McKinnon, filet désert, puis c'est McKinnon qui a manqué quand que ce gars-là, il va manquer une fois sur 100 ce lancer-là, puis c'est cette fois-là qu'il l'a lancé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas bon? Ben pas du tout. T'sais, c'est là qu'il y a des moments où les joueurs vivent un gros stress, puis c'est à ce moment-là que tu vois si tu es capable de la mettre dedans ou pas. Mais... OK, fait que tu m'amènes sur un débat que je vais dédier à mon ami Préfontaine. On a une chicane de gars de boisson à 3 h du matin au petit caribou. Corey Perry. Corey Perry, que ça fait je sais pas trop combien d'années qu'à chaque année, il se rend à la finale de la Coupe Stanley puis est avec l'équipe perdante. Fait que moi, je considère que Corey Perry, c'est un loser. Parce qu'il amène bad vibe dans l'équipe. Et moi, je me dis, à chaque fois qu'il est dans une équipe en finale de la Coupe Stanley, il perd. Mais moi, mon ami Prev, il était comme, de quoi tu parles? T'as pas rapport. Il fait partie d'une équipe qui se rend jusqu'à la finale de la Coupe Stanley. Donc, c'est un winner. Fait que qui a raison? Moi ou mon chum Prev? Je suis plus d'accord avec Prev. Puis c'est pas pour rien que les équipes vont chercher ces joueurs-là. C'est pas parce qu'il a perdu l'année dernière que c'est un perdant. Il amène tellement quelque chose à l'équipe. Il amène tellement de prestance, que ce soit dans la chambre de hockey ou sur la glace. C'est des joueurs qui vont être calmes sous la pression parce qu'ils l'ont déjà vécu. Puis ça, c'est extrêmement important pour une équipe. Puis je pense que c'est ce que le Canadien de Montréal doit faire présentement, c'est d'aller chercher le plus d'expérience possible en séries éliminatoires pour que d'ici 2-3 ans, qu'on soit vraiment solide, qu'on soit calme sous la pression, qu'on ait là chercher un joueur comme Isher ou un joueur d'impact qui va avoir un plus gros impact. Mais je pense que les jeunes des Canadiens doivent aller chercher de l'expérience. Puis un gars comme Corey Perry, c'est ce qu'il apporte à une équipe. Okay. Parlant de grands joueurs, quand tu étais dans Q, c'est qui le meilleur joueur que tu as affronté? Qui t'a le plus impressionné puis que tu dis « Oh my God, je peux pas croire que j'ai joué contre tel gars ». C'est sûr que McKinnon, il était vraiment, vraiment impressionnant. McKinnon puis Drouin ensemble à Halifax, c'était quelque chose jouer contre eux. Wow, ouais. C'était vraiment quelque chose. Plus jeune, Jonathan Huberdeau, j'ai joué contre lui. Ça aussi, il était tellement élégant sur la glace, c'était tellement grand, rapide, puis ça avait l'air effortless pour lui jouer au hockey. Comme Mario Lemieux un peu. Ah oui, il était tellement beau à voir, puis c'était impressionnant. Comme... Je me rappelle arriver à l'aréna, puis j'étais comme ouf, là, faut que je le check, lui. Là, puis en termes de coaching, c'est qui le coach ou assistant coach qui a le plus grand impact? Ou c'est quoi en fait ton moment le plus marquant de coaching que tu as fait comme ah wow, quel bon moment, quelle belle séquence, quel bon discours de motivation que tu as eu? Pour vrai, je pense que ça a été Richard Matvichuk. Il a gagné la Coupe Stanley plusieurs fois avec les Dallas Stars dans le temps. Okay. Lui, il m'a coaché à Kansas City, au Missouri. Puis cette année-là, je pense qu'on avait battu un record de ligue. On avait eu le plus de matchs, de victoires de suite. C'est une affaire comme... écoute, c'est soit 28 ou 32, une affaire comme ça de matchs consécutifs que tu gagnes. Ça veut dire que on rentrait entre la 2 et la 3. On perdait par 2-3 buts. Puis les gars, ça riait dans la chambre. Puis tout, on était convaincus qu'on allait revenir dans le match puis qu'on allait gagner. C'était un no-brainer pour nous. Puis la manière qu'il a géré l'équipe, c'est ça qui m'a le plus impressionné. C'est pour la première fois, on était une équipe d'hommes puis que le coach nous laissait nous gérer la chambre toute seule. Il n'y avait pas besoin de rentrer puis de casser des bâtons. Il disait ce qu'il avait à dire. Il disait son analyse de l'autre équipe, le plan de match qu'on devait avoir pour la soirée. Puis c'était ça, puis c'était nous qui gérait le reste. Puis ça a été un gros bagage que j'ai acquéri avec son expérience. OK, nice. Pour ou contre les initiations dans la Q? Pour, mais moi, j'ai été à ma 3e année, je pense, dans la Ligue junior majeure. C'est l'année qu'on a comme banni les initiations. C'était comme, fallait qu'on arrête ça. Mais j'ai vécu mon initiation à moi, tu sais. Puis je l'ai vécu junior 3 et non junior majeur parce que j'avais comme commencé la saison junior 3. Puis moi, je suis pour les initiations parce que c'est quand même assez rassembleur. C'est quand même significatif pour un groupe de jeunes. Attention, par contre, le but, c'est pas de ridiculiser les jeunes qui arrivent puis de les intimider puis tout ça. Je pense qu'il y a une ligne fine entre « Hey, on a du fun ». Puis oui, c'est gênant, c'est malaisant puis tout ça, mais c'est comme ça brise la glace, ça crée un certain brotherhood. Mais après ça, il y a des choses qui sont inacceptables. Puis je pense que c'est important d'avoir le capitaine, les assistants capitaines, un assistant coach ou quelqu'un d'un peu plus mature qui est là pour superviser la patente.
Je pense que c'est vraiment important que les jeunes ne soient pas détruits par ça, puis démoralisés, puis tout ça. Je pense que c'est vraiment fait pour être rassembleur. Puis je pense que ça a sa place, mais d'une bonne façon. Fait que, Ouais. Bon point. Ouais. La transition de la Q à la ECHL. Tu sais, tu parles de devenir des hommes, puis dans le vestiaire. Quand tu es dans le Q, tu es à la Chicoutimi, je pense que tu es dans une famille d'accueil. Ouais, exact. Tu es comme un peu encadré d'une certaine manière que tu es à l'école, tu vas au secondaire, au cégep. Ouais. Tu as une famille d'accueil. Là, tu te ramasses dans des villes un peu perdues aux États-Unis. Ouais. Tu as 20 ans. Comment ça se passe, cette transition-là? Pour moi, ça s'est bien passé parce que j'étais quelqu'un d'assez indépendant. Puis, faisais un petit bout que je volais de mes propres ailes. Fait que. Je pensais à dire, faisais un petit bout, je volais des dépanneurs. non, jamais pas dit ça. Ouais, fait que. Mais c'est assez intimidant quand même. Là, c'est sûr que tu pars aux États-Unis. Une anecdote vraiment drôle, mais moi, quand je suis parti pour Bakersfield, c'est la première fois que je prenais l'avion. C'est la première fois que je prenais l'avion toute seule en plus. Oh. Fait que. J'avais un vol Montréal-Arizona, Arizona-Los Angeles. Puis j'avais quelqu'un de l'équipe qui m'attendait à LA pour faire la route jusqu'à Bakersfield. À mon escale, j'arrive à ma gate pour mon prochain vol. Mais je parle pas trop anglais, je suis assez gêné, vraiment intimidé. Puis je vois deux gates avec 2 time frames différents. Il y avait l'embarcation puis le départ. Mais moi, je check sur mon billet d'embarcation puis je suis comme, ben moi, c'est le 2e avion que je dois prendre. C'est à telle heure. Fait que moi, je pensais que c'était 2 avions. Je pensais que c'était le couloir qui amenait à 2 avions. Puis là, finalement, ben ils ont appelé le last call. Puis moi, ben j'ai pas réalisé que c'était le last call. Fait que je restais là jusqu'à temps que tout le monde embarque dans l'avion. Puis que là, je m'en vais me présenter au comptoir. Puis je dis, hey, moi, le 2e vol, tout le monde est parti. Le 2e vol, il part dans combien de temps? Il doit être late. Puis elle a dit, ben non, tu viens de manquer ton vol. Oh non! Fait que là, fallu que j'appelle l'équipe pour dire que j'allais pas me rendre à Los Angeles, que mon vol partait juste le lendemain matin. Puis la personne qui attendait à l'aéroport à Los Angeles, fallait qu'elle fasse la route puis revienne le lendemain matin. Puis tout ça. Je me sentais mal, mais ouais, fait que ça, c'était assez intimidant. Tu sais, c'était toutes des nouvelles choses qu'il fallait que je fasse par moi-même, qui étaient stressantes. Ouais, que t'apprends à être un adulte. Que t'apprends à être un adulte. Mais une fois là-bas, je pense que t'es quand même bien encadré. Les vétérans, ils prennent soin des jeunes. Ils te montrent un peu les trucs. Ils viennent t'aider à installer ton appartement puis tout ça. Fait que... Mais c'est comme ton appartement, c'est-tu toi qui le choisis ou c'est l'équipe qui dit « on a des appartements qui appartiennent au propriétaire. Le propriétaire de l'équipe, il y a un bloc appartement avec 20 units. Fait que tu peux en prendre un. » Ouais, exact. C'est pas mal c'est ça. Ils t'encadrent vraiment bien. Si t'aimes pas l'appartement qui t'a été donné, tu pourrais demander de checker par toi-même puis d'essayer de trouver un autre spot qui serait le même prix sensiblement, puis que si t'es vraiment pas à l'aise, mais habituellement, ils s'occupent de toi puis ils trouvent des beaux complexes où que tous les joueurs sont ensemble aussi, sont proches. Puis quand t'as passé de la Q à la ECHL, t'as choisi une destination quand même pas pire. Là. C'est-tu toi qui l'as choisi ou c'est eux qui sont venus te chercher? Non, c'est ça. C'est eux qui sont venus me chercher. Dans le fond, moi, j'avais un agent, tu sais, dans le temps. Fait que c'est lui qui négociait avec les équipes, qui est intéressé à m'avoir, puis tout ça. Puis on a décidé avec le line-up qu'il y avait à Bakersfield que c'était là que j'avais la meilleure opportunité de pouvoir rester parce que c'est ça qui est le plus tough. Tu sais, moi, j'arrivais sur un contrat ECHL, donc j'arrivais pas avec un contrat de la Ligue américaine à 20 ans comme ça, sorti du junior. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu arrives dans un camp d'entraînement de la ECHL puis tu n'as pas de contrat de la Ligue américaine ou la Ligue nationale, ben, quand les joueurs ils se font couper de la Ligue nationale puis s'en vont dans la Ligue américaine, ben, tout le monde tombe. Puis ça fait la même chose exact après ça pour la ECHL. Puis moi, ben, j'ai assez bien performé dans mon camp d'entraînement que quand les gars ils ont descendu, ben, je me suis pas fait tasser. OK, fait que t'es quand même tout le temps sous une période de stress parce que t'es dans le club, mais tu regardes ce qui se passe. Constamment. Tu regardes ce qui se passe dans le show, puis là, tu te dis... Exact. Ben écoute, même que à ma 2e saison, non, excuse-moi, à ma 3e saison, je m'en vais au camp des Marlies de Toronto. Puis on s'en va à Saint John pour 3 matchs contre le Club École du Canadien de Montréal. On est à la 3e game. On est vers la fin du camp d'entraînement. Puis on gagne, tout va bien. On est entre la 2 puis la 3. Puis il y a un des gars qui regarde son téléphone. Puis il y a une annonce sur Twitter que les Maple Leafs de Toronto viennent de couper 23 joueurs de leur camp de la Ligue nationale puis qui s'en vont dans la Ligue américaine.
Puis on est 25 dans la chambre. Fait qu'on se regarde, puis on fait comme, bon, mais les boys, on s'en va tout à la maison, tu sais. Puis là, on finit notre voyage. On avait gagné les 3 matchs du voyage. On revient à Toronto, comme de fait. Aussitôt qu'on arrive à Toronto, on s'en va à l'hôtel. Le lendemain matin, on avait un meeting. Puis tous les gars, ils ont été dispersés dans la East Coast après ça. Moi, j'avais descendu à Orlando dans ce temps-là. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est tellement difficile de pouvoir percer. Même si tu performes, ça veut pas dire que tu vas rester, tu sais. Ouais. Puis quand tu arrives dans ECHL, c'est quoi ton niveau d'enthousiasme? Est-ce que tu es quand même stoked? T'es-tu quand même excité de dire, aïe, aïe, je débarque en Californie, puis je suis un joueur de hockey professionnel, ou tu es un peu le moral d'un talon en train de te poser des questions de qu'est-ce que je fais avec ma carrière, je suis dans bonne lignée, je suis à la bonne place, ou toi tu dis, hey, tu sais quoi, je suis sur mon X, je veux continuer à faire ça? Moi, j'étais dans cette mentalité-là. Tu sais, ça dépend de chaque personne. Puis tout ça, il y en a qui sont déçus de dans la East Coast. Il y en a qui sont... ils pensent tout le temps à la prochaine étape, sont jamais satisfaits, puis tout ça. Moi, j'étais vraiment optimiste. Puis j'étais comme, je suis dans mon prime, let's go. J'étais content d'être en Californie. J'étais content d'être dans une équipe où ce qui me donne ma chance, puis qui me garde, puis que je performe, puis que ça va bien. Fait que j'étais à mon prime dans ce temps-là. Là. Moi, j'étais vraiment stoked. Puis ton prime sur la glace, puis hors de la glace, c'est quoi ton lifestyle? T'es-tu focus ou tu profites de la vie? J'étais vraiment focus. T'sais, moi, c'était... Mon but dans la vie, c'était de jouer au plus haut niveau que j'étais capable d'atteindre. T'sais. Fait que c'était vraiment... je mangeais bien, je dormais bien, je buvais pas d'alcool beaucoup. J'étais vraiment seté. Je faisais tout ce que en mon pouvoir pour me rendre le plus loin possible. Fait que dans ta position, comment tu te sens quand tu voyais, c'est sûr que tu en as côtoyé des gars qui ont tellement de talent que tu dis, ah man, si je pouvais avoir au moins sa shot, ou si je pouvais avoir son coup de patin, puis tu dis, man, ce gars-là, il a tout le talent au monde, mais son mindset, il est rabougri, puis il n'est pas de bonne humeur, puis il bougonne. Puis Charles, comment tu te sens quand tu as un gars de même dans ton équipe? Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ces gars-là, dans le sens que ça devient des bêtes noires un peu, puis ça tâche l'énergie d'équipe, puis souvent, mais ils restent pas là longtemps. Ah Puis ouais? surtout dans la East Coast, il y a tellement un roulement de joueurs, il y a tellement des joueurs qui se font call-up, des joueurs qui se font descendre. Fait que ça fait en sorte qu'il y a des joueurs qui sortent du line-up aussi dans la East Coast, qui se font renvoyer, qui se font échanger. Il y a tellement de mouvements dans la East Coast qu'il faut vraiment juste que tu aies des œillères puis tu restes concentré sur ta job, ta prochaine game. Puis c'était vraiment ça le mindset que j'avais. Puis je pouvais pas me laisser atteindre par ces gars-là. T'es mis de côté complètement, puis la seule chose que tu dois te concentrer, c'est ton travail, toi, amener ton 110%, puis faire en sorte que le prochain scout, la prochaine équipe qui est là, peu importe, qui te remarque, puis que tu as fait la job. Ouais, parce que j'ai souvent entendu, puis peut-être que tu peux me le confirmer, tu sais, des fois, il y a des gars qui disent que le vestiaire, on va dire, dans l'équipe de la Ligue américaine, la AHL, il est plus toxique ou un peu plus bitch que la NHL, parce que tous les gars qui sont dans la Ligue américaine... C'est une compétition interne. C'est une compétition interne. T'as beau être buddy, à un moment donné, tu te dis, c'est qui le prochain qui se fait caler dans la NHL? Surtout qu'un gars qui a un contrat de two-way, tu te dis, chaque game que je joue dans le show, je fais 55 000, mais c'est toi qui as envie de faire le 55 000, pas ton buddy. Fait que est-ce que le vestiaire, on va dire, entre la Q et la ECHL, est-ce que les gars sont plus bitch entre eux autres dans ECHL que dans Q? C'est pas qu'ils sont bitch, c'est juste que ton mindset est tellement centré sur toi-même que tu développes pas des liens aussi forts que tu peux en développer junior majeur. Junior majeur, ça devient quasiment tes frères, ça devient tes meilleurs chums. Puis tu as une camaraderie que tu vas suivre tout ton junior. C'est rare. Il y en a des échanges junior majeur. Il y en a des gars qui vont être callés up, qui vont partir à 19-20 ans, ils vont aller jouer professionnel tout de suite. Mais n'empêche que la majorité du temps, tu restes la même cohorte pendant quasiment tout ton junior. C'est là que tu crées des liens les plus forts. Puis tu vas à l'école ensemble, tu vis ta vie au quotidien. Tandis que quand tu arrives professionnel, ben, tu as des joueurs qui ont une femme, des enfants, que eux, après la pratique de midi, ben, ils s'en vont chez eux, puis ils font leur affaire, puis tu ne les revois pas jusqu'au lendemain. T'sais. Fait que c'est pas que c'est bitch, c'est juste que les gars sont concentrés sur eux-mêmes. Fait que c'est beaucoup des collègues de travail. Ouais. Si tu es capable de créer un lien avec un des joueurs ou deux, puis là, ben, tu crées une camaraderie, puis là, ça facilite ta tâche parce que ben,
c'est le fun à l'aréna, tu as un chum avec toi, puis tout ça, puis tu peux parler de tes états d'âme, tu peux te confier, puis tu peux avoir du fun, tu peux rire. Quand tu te ramasses que tu es tout seul dans une équipe où que tout le monde soit des fans des enfants, puis qui sont un peu à gauche, à droite, puis tu te ramasses tout le temps tout seul, là, c'est un peu plus tough. C'est pour ça que moi, quand je suis parti en Europe, je me suis pris un chien. Ouais, je me suis pris un chien, puis qui a voyagé avec moi après ça toute ma carrière, parce que il y avait quand même pas mal de moments seuls, tu sais. Ah ouais, hein? Ouais. OK. Ouais. Puis comment ça a été la transition de la East Coast à l'Europe? Pourquoi tu as pris la décision de switcher? Parce que, pareil comme aux États-Unis, tu veux essayer de monter les échelons. Tu sais, tu veux jouer dans la East Coast, tu veux performer le plus possible pour te rendre dans la Ligue américaine, puis éventuellement peut-être avoir une chance à la Ligue nationale. Quand tu pars en Europe, tu fais la même chose. Tu sais, tu veux monter les échelons en Europe. Tu as des ligues, tu as les tiers-ligues, tu as les ligues qui sont considérées comme le deuxième tiers, puis après ça, tu as le premier tiers. Le premier tiers qui est la Suède, la Suisse, la KHL. C'est dans ces ligues-là que tu vas faire le plus de salaire possible, que tu vas avoir les meilleures conditions de vie. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai décidé de partir en Europe assez rapidement, parce que je voulais monter les échelons en Europe. Puis j'avais une passion pour les voyages. Je savais que j'allais jouer au hockey en Europe dans ma vie. Fait que moi, je voulais partir le plus tôt possible. OK, smart. Parce que dans le fond, tu peux répondre à la question ou pas, mais dans ECHL, là, ton salaire, tu gagnes combien? Tu fais genre 1000$ par mois? Tu fais genre 1000$ par game? Ça ressemble à quoi? Ou tu vis tête? Tout dépendamment, moi, quand j'ai commencé, je faisais 675 US par semaine. Ouais, c'est quand quand même, j'ai commencé. ouais, c'est Fait quand que même pas c'est, pire. C'est genre 2005 US par mois. À peu près, c'est un alentour de 28 à 30 000 US par année. Je pense par saison. Par saison, ouais. Ce qui est pas si mal, considérant le fait que tu as un appartement qui est payé. Tu as souvent les repas aussi à l'aréna. Fait que, tu sais, comme souvent, tu as besoin de faire ton propre souper, mais les déjeuners vont être à l'aréna, les dîners vont être à l'aréna. Fait que t'es capable de vivre. Ouais. T'es capable de vivre, t'es capable de gagner ta vie avec ça. Les gars, absolument, faut que tu essaies d'être intelligent, puis après ça, tu ramènes cet argent-là ici au Canada, puis soit que tu l'investis ou soit que tu l'utilises durant l'été pour payer tes entraînements, puis essayer de devenir meilleur pour avoir le meilleur contrat possible. Ce qui est avantageux, par exemple, quand tu pars en Europe, c'est que tu vas peut-être faire les mêmes salaires, admettons aux alentours de 30, 35, 40 000, mais là, c'est euros. Puis, encore une fois, là, tout est payé là-bas. T'sais, encore plus qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, j'avais ma propre voiture. C'était mes propres paiements que je transportais ma voiture aux États-Unis puis je me déplaçais avec ça. Oh. Tandis que quand je m'en vais en Europe, là, c'est l'appartement payé. C'est une voiture fournie par l'équipe. C'est souvent 3 repas par jour. Tous les vols pour toi et ta famille, y compris pour ton chien, si t'en as un. T'es vraiment très, très bien encadré. Puis t'es payé en euros, fait que c'est déjà plus que du US. Ouais, fait que c'est quand même vraiment cool de faire ça, parce que l'année dernière, j'avais reçu un autre gars, Sébastien Tinel, que lui avait été au camp d'entraînement du Canadien de Montréal, puis lui, il a fait un peu comme ton parcours similaire à toi, puis il a joué en Europe dans plusieurs divisions, puis c'est vraiment un cool lifestyle. Des fois, on entend des affaires de « Ah, tu n'as pas fait de la Ligue nationale de hockey. » On dirait qu'on met une étiquette de boss ou comme t'es un ferme. Mais d'un autre côté, moi, quand je regarde ça et j'entends ton histoire, l'histoire de Tinel, je me dis « Crème, si de 18 à 28, 30 ans, tu as passé 10 ans, on va dire, à gagner ta vie, à jouer au hockey, c'est quand même hot. Il y a bien du monde qui font 50 000 par année avec une job qui haïssent, que c'est pas le fun, que toi, de l'autre bord, tu fais 50K canadiens avec un appart fourni. C'est nice, là. C'est le rêve. C'est exactement ce que je voulais faire. Puis, j'ai pas atteint le niveau de jeu que je voulais. Moi, mon rêve, c'était de jouer dans la Ligue suisse. Ça, c'était mon plus grand rêve. Puis, je l'ai pas atteint, malheureusement. Mais j'ai vécu mon rêve d'enfant, de pouvoir gagner ma vie avec le hockey puis de voyager. C'était mes 2 plus grands rêves, puis je l'ai fait. Écoute, j'ai habité dans 6 pays différents. Je me suis promené, j'ai rencontré des gens absolument incroyables. J'ai des expériences complètement magiques. Puis j'ai joué du bon hockey, puis j'ai été payé pour ça. J'ai été capable de ramasser de l'argent, de mettre de l'argent de côté, de faire des bons investissements. Puis aujourd'hui, je suis capable de dire que j'ai pris ma retraite du hockey professionnel, mais que j'ai tout ce bagage-là avec moi pour entamer
une nouvelle vie, puis de vraiment m'installer ici, puis de ramener tout le bagage que j'ai acquis en Europe. Nice. Fait que quand tu as joué en Europe, ça a été quoi ta plus belle expérience, autant hors glace que sur la glace? Sur la glace, je te dirais que, v'là 2 ans, on a gagné la Esther Liga, moi et mon équipe. Puis, je m'étais blessé en début de saison. Je m'étais disloqué l'épaule encore une fois. Puis, j'ai décidé de ne pas me faire opérer puis de jouer toute la saison. Qu'est-ce que je savais pas? C'est que mon os glénoïdien était brisé de 2 cm. Il me manquait 2 cm d'os. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que même si je faisais ma rehab, puis je renforçais mes articulations, puis mes muscles, puis tout ça alentour de mon épaule, je pouvais prendre un face-off, puis aussitôt que je prenais mon face-off, si mon bras restait jammé, mon épaule sortait. Mais j'ai décidé de poursuivre la saison puis de tout donner pour cette équipe-là parce que je savais qu'on avait une chance de gagner. Puis j'ai eu les meilleurs playoffs de ma carrière. Puis on a fini par gagner la Ligue. Puis j'ai eu MVP des playoffs cette année-là. Wow, félicitations. Fait que c'est pas mal mon plus gros accomplissement, je te dirais, niveau carrière. C'est accomplissement personnel parce que c'est sûr que j'ai fait le camp d'entraînement des Islanders de New York. J'ai joué dans des plus hauts niveaux dans ma vie, mais mon accomplissement personnel, mon dépassement de soi, puis d'être proud of myself, that was at that moment. Wow. Puis comment sont les fans en Europe? Ils sont incroyables. Ça, c'est les hooligans, là, comme au soccer, c'est la peinture d'en face partout, les tam-tams durant le match, le monde sont debout, ça crie des chants, ils sont super intenses, puis ça met de l'ambiance dans l'aréna, c'est vraiment le fun. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, ce mouvement de partisans va venir au Centre Bell? Parce que moi, 2-3 fois par année, je me peinture la face au Centre Bell. Puis là, maintenant, à chaque fois que mes chums m'invitent au Centre Bell, ils me disent « Jean, s'il te plaît, peux-tu ne pas te peinturer la face? » Fait que les gens, ils ont honte d'aller au Centre Bell avec moi quand j'ai la face peinturée. Ben non. Non, mais c'est correct. Là aussi, ils me niaisent aussi. Là. Des fois, j'ai des boys de 40 ans qui c'est genre travaillent dans des banques puis sont sérieux puis sont comme « Fuck, Jean, il a la face peinturée. » Mais je me demande pourquoi, quand est-ce que ça va arriver? Je pense que les arénas, ici aux États-Unis, au Canada, puis tout ça, devraient mettre une section comme qu'il y en a en Europe. C'est des sections qui sont debout. Fait que les gens sont pas nécessairement assis. Fait que tu as des rampes un petit peu, puis les gens sont debout. Il pourrait avoir quelqu'un qui gère le tam-tam, le tambour, peu importe, puis que les gens se créent des chants, puis qu'ils puissent animer le match comme ça. Ça serait vraiment le fun. Ça l'amènerait une plus belle ambiance encore, même que le Centre Bell, il y a déjà une super de bonne ambiance. C'est le fun d'aller au Centre Bell. Puis surtout quand les Canadiens jouent bien comme dernièrement, c'est plaisant, il y a de l'ambiance. Mais c'est sûr que ça ramènerait une petite coche de plus si on avait des tam-tams puis des chants comme ça. Ouais, puis y a-tu autre chose qu'on devrait s'inspirer du hockey européen puis de l'amener en Amérique du Nord? Qu'est-ce que tu as vu de différent qui a dit « Ah, ça, il manque ça en Amérique du Nord? » Ben moi, je suis un gros fan des glaces olympiques. Puis je ne comprends pas pourquoi. Puis là, c'est l'inverse. On est en train d'impliquer les glaces standards États-Unis canadiennes en Europe maintenant. Fait que les équipes en Europe, la plupart rapetissent de glaces comme dans la KHL. Il y a 2-3 équipes maintenant qui sont rendues avec des glaces standards. Puis moi, j'aurais voulu que ce soit l'inverse. J'aurais voulu qu'on emmène les glaces olympiques ici aux États-Unis parce que je trouve que le jeu, il est, selon moi, il est plus beau parce que les gars, ils ont plus de skill, il y a plus de vitesse, puis tout ça, ça amène un peu plus d'offensive. Les avantages numériques sont mieux structurés aussi. Fait que j'aurais voulu que les glaces olympiques soient intégrées à la Ligue nationale, mais je pense que ça n'arrivera pas, malheureusement. Oui, puis dans toute ta carrière, autant sur la East Coast League qu'en Europe, on va dire, en Europe, c'est quel pays ou quelle ville qui mérite d'aller voir une game de hockey que tu dis « Hey, cette ville-là, il y a des vrais fans de hockey. » À Bolzano, en Italie. C'est la Ligue d'Autriche. Sont situés en Italie, au nord de l'Italie, mais exact, ça, c'est mon endroit préféré où j'ai joué. Les fans sont complètement fous. Ils sont die-hard pour leur équipe. Ils sont derrière eux qui perdent ou qui gagnent. Puis je pense que c'est l'esprit d'équipe que j'ai aimé le plus. Puis la East Coast League, y a-t-il des villes que le monde sont vraiment fans de leur équipe ou pas tant? À Kansas City, l'année qu'on a gagné, l'aréna était pleine à tous les matchs. C'est rare là, dans la East Coast que l'aréna est pleine à tous les matchs. Puis nous, à Kansas City, nos fans y étaient... J'ai un scrapbook à peu près épais comme ça de toutes mes photos de la saison, de tous les matchs. Puis ça, c'est chaque fan... chaque joueur avait comme
une personne attitrée, un fan attitré, puis ce fan-là crée ton scrapbook pour la saison. Puis moi, ben, je l'ai encore. J'en ai deux épais comme ça de cahiers que tu rouvres, puis c'est des photos de telle date, tel match, si j'ai un but ou une passe ou peu importe, avec plusieurs photos collées. Puis les fans, ils étaient vraiment, vraiment nice. C'est donc bien cute, ça. Ouais. Tu vois, ben, ça m'amenait à... J'allais te poser la question, c'est quoi ta relation avec un fan la plus mémorable, mais c'est définitivement... C'est la personne qui a fait mon scrapbooking. Dans le fond, c'était un homme avec sa femme et ses 2 enfants. Puis on faisait littéralement des soirées où ils m'invitaient au resto, puis j'allais manger au resto avec eux. Puis écoute, ces gens-là, ils ont acheté toutes mes chandails de toutes mes équipes de hockey que j'ai jouées en Europe. No way. Ils ont suivi toute ma carrière. Puis aujourd'hui, que ça soit même ma compagnie que je pars, ils m'écrivent sur Facebook ou Instagram, ils m'encouragent, ils me supportent. Ils savent que j'ai eu un impact positif dans la vie de leurs jeunes. Puis vice-versa, ils m'ont encadré quand j'étais à un jeune âge, puis j'étais aux États-Unis toute seule, pas de famille. Fait qu'eux, ils ont joué comme un genre de rôle de support familial, si tu veux. Puis je vais toujours être reconnaissant de ces personnes-là. Ah ouais, c'est donc bien heartwarming comme, Vraiment, comme histoire. Fait que ça, dans le fond, ça vient combler un peu comme la solitude que Oui. tu vivais. Parce que, dans le fond, eux, ils doivent comprendre que tu es un jeune de 21, 22 ans, tu es à Kansas City, puis tu t'as pas 1000 amis d'une shot. Fait que d'avoir ce support-là, ça Ben, l'aide. eux, c'est des gens qui viennent de la place puis qui sont fans de cette équipe-là, fait qu'ils suivent l'équipe depuis plusieurs années. Puis eux, ben, ils comme pas tombent en amour, mais ils ont une relation avec les joueurs, tu sais. Puis quand ils aiment un certain joueur pour sa personnalité, pour son talent, peu importe, ben, ils s'attachent à cette personne-là, puis ben, ils l'entraident. Puis c'est vraiment une belle communauté. Puis Wow. ouais, Kansas City, ça a été vraiment, vraiment le fun pour ça. Les gens, ils étaient très chaleureux, très... Penses-tu que des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui deviennent comme trop invasifs? Mais je sais que j'ai vu, c'est qui dans l'ancien gars de la NHL, que là, il sort avec la madame qui l'avait hébergé junior. Le nom m'échappe, là, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un dans les commentaires sur YouTube va pouvoir le dire. Là. J'ai vu ça. Là, je vais dire un nom pas rapport, genre Miroslav Satan. Là, il sort avec la madame chez qui il habitait Oui, j'ai entendu avec. cette histoire-là. T'as-tu eu des fois des gars qui étaient comme hey man, là ma personne qui fait mon scrapbook là, est un petit peu trop proche? Oui, ben oui, c'est sûr. Parce que je fais un parallèle avec Occupation Double. OK? Ouais. C'est que les gens qui sont dans les estrades ou les gens qui sont derrière leur télé, qui te regardent quasiment tous les jours, eux ont l'impression de te connaître. Mais toi, tu ne connais pas nécessairement. Fait que, ben, quand ils rentrent dans ta bulle, il y a des gens qui sont vraiment gentils, vraiment respectueux, mais il y a des gens qui s'en permettent un peu plus, puis ils t'approchent, puis ils te parlent comme si vous étiez des grands chums ou comme si vous vous connaissiez depuis longtemps, comme si tu leur devais quelque chose aussi, quand c'est pas nécessairement le cas. Quand moi, au contraire, ben, je te connais pas, tu sais, puis il faut quand même que tu respectes mon environnement, ma bulle, puis ça se pose la question si tu veux prendre une photo avec moi, ça se pose la question hey, comment tu vas, tu peux venir m'aborder en tout temps, il n'y a aucun problème. Mais il y a une façon de le faire. Puis ben, il y a des gens qui n'ont pas ce petit tact-là. Ah, ok, ouais, je peux comprendre. Fait que ça m'amène à la transition occupation double. Là, vu que tu as fait occupation double, comment ça gère ta célébrité québécoise? Parce que dans le fond, avant de faire occupation double au Québec, tu es un joueur de hockey, tu jouais East Coast League, tu jouais en Europe. Fait que quand tu es à Montréal, pas nobody cared, mais tu n'étais pas un target. Je passais inaperçu. Puis ça faisait mon affaire. Tu sais, dans mon cercle d'amis, j'ai quand même pas mal de gens qui ont déjà fait occupation double ou qui ont déjà une petite personnalité, sont déjà un peu connus au Québec. Puis ça fait des années que je vais dans des events à Montréal, que ce soit l'été, Oshiaga ou tous les festivals. Puis ben, j'étais sous radar, puis ça faisait vraiment mon affaire. Là, c'est différent, mais je le prends à bras ouverts parce que ça apporte beaucoup d'opportunités. Puis, comme je dis, la majorité des gens sont vraiment gentils alentour de moi, puis quand ils m'abordent, puis tout ça. Fait il y en a plein qui commentent sur les réseaux sociaux, puis tout ça, mais habituellement, en personne, j'ai vraiment des commentaires positifs, puis c'est chaleureux, c'est le fun. Donc, moi, la sortie d'Occupation Double, ça se passe extrêmement bien parce que de un, ma relation avec Béa va vraiment bien. Puis de deux, ben, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup d'opportunités comme d'aujourd'hui venir à ton podcast. Parce que oui, je joue en Europe, mais c'est probablement parce que
je passe un peu plus souvent ces réseaux sociaux que tu m'as vu, tu sais. Mais en fait, non, je t'ai invité. Ben, ça, mais c'est à cause de shout-out à Frank the Dripper de prendre un break. Ah oui. Parce qu'il a Nice. tourné une pub avec toi, puis j'ai eu Frank au podcast il y a comme 3 semaines. Puis là, Ouais. j'ai demandé hey, t'as-tu une coupe de noms? Parce que j'essaie de. Dans le Games Podcast, il y a tout le temps vous des méga stars. Mais à un moment donné, j'aime ça, moi, de rencontrer d'autres gars plus low-key, exemple toi Ouais. ou même Thomas Gobey que tu me parlais tantôt, Ouais. qui est sur mon radar, de faire découvrir aux gens d'autres. Il y a d'autres mondes dans la vie que genre des anciens joueurs du Canadien qu'on voit tout le temps à TV. Exact. Mais ouais, fait que c'est Frank the Dripper qui m'a dit hey, tu devrais Shout out, écrire à Sébastien. Fait que c'est pour ça que je t'ai booké. Mais pour revenir à Occupation Double, est-ce que tu aimes mieux les gens qui te critiquent, on va dire dans le temps, des critiques Twitter sur ta game de hockey ou des critiques Twitter sur ton comportement à Occupation Double? Qu'est-ce qui t'affecte le plus? My God, c'est une bonne question. Les deux, ça touche quand même autant parce que le hockey, je suis tellement passionné que si je faisais une erreur sur la glace, je voulais pas la faire, l'erreur. Puis quelqu'un qui vient me le pointer du doigt ou me ramasser pour ça, c'est sûr que ça vient de chercher. Ce qui est d'Occupation Double, un peu moins parce que, dans le fond, je sais comment je me suis comporté là-bas. Puis après ça, le montage vidéo, tu sais, je blâme pas la production, je chiale pas sur mon expérience du tout, mais c'est que j'ai pas un contrôle sur le montage qui a été fait, tandis que sur ma game de hockey, j'ai le contrôle. Fait que si je faisais une erreur, je le savais, puis je me le faisais pointer du doigt, ça vient me chercher. Tandis que là, les gens qui m'ont critiqué pour ma game d'Occupation Double, à un moment donné, j'en laisse passer, là, tu sais. Ouais. Quand tu es arrivé à Occupation Double, tu as dit que tu avais des amis qui ont fait Occupation Double, fait que tu as dû être briefé un peu. Mais qu'est-ce qui t'a le plus déstabilisé? Tu sais, on va dire, là, ça fait, je sais pas, 10 jours que tu es là, puis là, c'est parti, les caméras, les interactions, tu rencontres des filles, tu rencontres des boys. À un moment donné, c'est sûr qu'un soir, tu te couches dans ton lit puis tu te dis « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Ouais. Dans le fond, moi, là, vu que je suis parti en Europe pendant 8 ans quasiment, là, j'avais pas de VPN, j'écoutais pas Occupation Double. Fait que j'ai des amis qui ont fait Occupation Double qui m'en ont parlé ici et là, mais j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Aucune idée. Fait que quand je suis allé là-bas, ce qui était le plus déstabilisant, c'est la charge de travail que c'est l'émission puis Occupation Double. C'est une grosse patente. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués là-dedans. Puis c'est des longues journées. Fait que le fait de ne pas avoir de sel, c'est merveilleux. Ah. Le fait d'être complètement isolé, que tu retombes quasiment en enfance, tu as des nounous qui sont là pour faire ta commande, pour peu importe tes besoins, sont là pour prendre soin de toi. Puis c'était insane. J'ai adoré tout ça. De passer du temps avec les gars, de passer du temps avec les filles, de flirter. Les caméras ne me dérangeaient pas tant que ça. C'est la charge de travail, les longues journées, l'attente, puis les confesses en fin de journée. Tu sais, les confesses sont souvent très tard le soir ou aux petites heures du matin. T'es brûlé, puis ce qui est challengeant, c'est de retourner dans l'émotion de l'activité de la journée. Fait que c'est passé quoi que ce soit dans la journée où tu as eu un argument avec telle personne ou whatever, c'est que la journée a passé. Puis là, tu fais ton confesse, il faut que tu retournes dans ces émotions-là. Ça, c'est demandant. Ça, ouais? Ouais, ça, c'était très demandant. Ça a été mon plus gros challenge à Occupation Double. Puis le retour à la réalité. Parce que là, j'ai aussi vu un clip de, je pense que c'est Kevin qui parlait dans un podcast de la maison des exclus. Il paraît que ça, il disait que c'était comme intense, là, cette maison-là. Moi, ça a été mon meilleur moment. Ah ouais? Ça a été mon meilleur moment parce que c'était un resort tout inclus avec ma blonde. Tu sais, c'était moi puis Béa. C'est sûr que durant l'aventure, on a appris à se connaître puis tout ça, puis on avait développé un petit peu des sentiments, mais ça s'est pas concrétisé jusqu'à temps qu'on habite ensemble dans la maison des exclus puis qu'on apprenne encore plus à se connaître. Là, on se levait tous les matins ensemble, on déjeunait, mangeait, on allait aux toilettes, un à côté de l'autre, tu sais. Fait que c'est là qu'on a vraiment pu approfondir notre connexion. C'est là qu'on s'est dit « je t'aime » pour la première fois. Tu sais, ça a été quand même assez rapidement, mais c'est parce que tout se passe tellement vite. Puis t'as aucune distraction, t'as pas de téléphone, t'as pas rien. Fait que la seule chose que t'as à faire, c'est de parler. Fait que t'apprends à connaître l'autre personne en fond et en large. Ouais. Fait que moi, j'ai adoré mon moment des exclus. Wow. Ouais. Puis le retour à la réalité, quand tu reviens à Montréal, puis là, tu retournes dans ton appartement, puis là, justement, tu ouvres ton Instagram, puis là, t'as genre 20 000 personnes, puis 850 000 DM, puis tu vas sur Facebook, puis là, il doit y avoir des memes, puis des clips TikTok virales. Ouais. Ça, c'est déstabilisant.
C'est déstabilisant, puis ça peut devenir stressant parce que ça peut atteindre pas ton ego, mais ça peut atteindre un peu ton moral sur comment que les gens ils te perçoivent, puis ce qu'ils pensent de toi, puis ils pensent que, tu sais, le monde, ils pensent qu'ils te connaissent, puis ils pensent que qu'est-ce qu'ils ont vu à la télé, c'est t'es cette personne-là, puis Puis t'as aucun contrôle. aucun contrôle. Fait que ça peut être stressant, puis moi, j'ai comme eu le sentiment d'urgence aussitôt que je suis sorti de l'aventure de montrer ma vraie personnalité, de montrer un vrai côté. Fait que tout de suite, j'ai pris mon téléphone, puis je me suis mis à parler sur les réseaux sociaux, ce qui est vraiment awkward. J'ai jamais fait ça toute ma vie. Là. Hey, pogner mon téléphone puis me mettre à parler. Tu sais, je commençais toujours mes vidéos. Mes 2-3 premières vidéos, je commençais mes vidéos par dire salut tout le monde. Puis là, le monde a recommencé à m'embeurrer épais sur le fait que je commençais tout à mes vidéos de la même façon. Puis, tu sais, c'est stressant. C'était tout nouveau pour moi. C'était complètement de l'extraterrestre pour moi, mais finalement, j'y ai pris goût. Puis les gens, ils ont tourné leur fusil d'épaule assez rapidement. Ils ont vu un peu ma vraie personnalité, mon vrai côté. Puis comme je te dis, depuis ce temps-là, ça va super bien. Puis ça va tellement bien dans ma relation que les gens, habituellement, ils jugent plus ça. T'sais. Puis au contraire, ils sont contents pour nous. Puis qu'est-ce qu'on devient ensemble. T'sais. Nice. Puis là, tu prends un peu de confiance avec ton téléphone parce que tu as lancé un podcast. Sauf une fois au chalet ou une fois au chalet. Une fois au chalet. Ouais. Puis ça, c'est un podcast sur le wellness puis l'activité physique. Exactement. Fait que dans le fond, nous, c'est une idée de talk show qu'on a amené, qu'on a travaillé en fait avec Anthony Gibault, qui est propriétaire du groupe Investir, les chalets que les gagnants d'Occupation 2 m'ont gagné. OK. Donc, Anthony avait une vision pour un peu promouvoir ses chalets, mais pour promouvoir surtout la vie au Québec, l'activité plein air puis tout ça. Puis, il nous a vraiment aimé, moi puis Béa, parce qu'on s'était rencontrés. Fait qu'il nous l'a proposé, puis il a dit écoute, j'ai une idée d'émission que je veux partir, puis j'aimerais vraiment ça travailler avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que nous, en brainstormant avec lui, on a adoré l'idée, puis on a commencé. Le premier épisode est sorti dimanche dernier. Donc, il va y avoir un épisode qui va sortir à tous les dimanches pendant 1 an. On a signé un contrat d'1 an complet. Nice. Puis l'idée, c'est d'inviter des gens au chalet à passer un moment convivial, chaleureux. On a des bonnes discussions qui peuvent aller toucher les cordes sensibles. Puis on a aussi un côté léger où on fait des activités avec les gens qu'on invite. Fait qu'on va faire du ski de fond, de la planche à neige, on va faire des cold plunge, on va faire toutes sortes d'activités. L'été aussi, on va peut-être faire du bungee. On est inscrit au Ironman à Tremblant, puis dans le Maine aussi. Fait que on va se dépasser autant physiquement que mentalement, puis je pense qu'on va avoir vraiment beaucoup de fun. Ouais, tu parles d'activité physique. Là. Dans ta carrière, tu as joué au hockey longtemps, fait que tu es toujours resté en forme, mais tu as aussi eu des blessures. C'est quoi ta clé du succès pour rester tout le temps en shape? Es-tu un gars qui a comme une routine matinale vraiment stricte? Qu'est-ce que tu fais pour rester en shape? Ben moi, la santé puis l'entraînement, c'est un mode de vie. T'sais, ça faisait pas partie de mon travail parce que je pense que le travail était d'aller à l'aréna, de faire les meetings, de m'entraîner dans le monde du hockey puis tout ça, les pratiques, les matchs. Mais dans mon quotidien, j'ai toujours aimé ça m'entraîner, j'ai toujours aimé ça prendre soin de moi, de ma santé, de mon sommeil, de bien manger. Fait que pour moi, c'est un mode de vie, tu sais. Fait que c'est très rare que je fais pas d'activité physique ou d'entraînement pratiquement tous les jours. Que ça soit aller prendre une marche avec mon chien ou que ça soit d'aller courir ou d'aller même au gym ou peu importe, ou faire du vélo, faire d'autres activités, que ça soit le tennis l'été ou le golf. Je fais tout le temps du sport. Ça a toujours fait partie de moi. Puis ton alimentation, t'es-tu un gars qui est rendu à compter, là, le nouveau trend, c'est les macros, là. J'étais avec un de mes chums la semaine passée, puis il est comme, non, là, faut être dans les macros, là, faut que tu downloades telle app à 49$ par mois pour rentrer mes macros, puis ou t'es juste un gars qui fait juste manger légumes, fruits, protéines. C'est quoi ton alimentation? Moi, mon alimentation est assez simple. J'ai jamais vraiment suivi de plan alimentaire à part quand que j'avais 20 ans, de 19, 20, 21. Quand que mes aspirations étaient la Ligue nationale, puis tout ça, puis il fallait que je prenne du poids, il fallait que je mette de la masse musculaire. J'étais vraiment axé sur ma quantité de protéines que je devais prendre, puis tout ça, puis les suppléments qui venaient avec. Aujourd'hui, je prends des suppléments, encore une fois. Je pense que c'est très important de supplémenter pour aller chercher
ton maximum de potentiel, parce que je pense que c'est important pour la récupération, puis pour aussi, si tu n'as pas tous les ingrédients que tu as besoin dans ton assiette, ben, tu as besoin d'avoir des suppléments aussi pour t'alimenter. Mais habituellement, c'est vraiment, je fais juste attention à ce que je mange, tu sais. Je fais juste protéines, légumes, fait que, ouais. OK, fait qu'on ne verra pas faire des pubs de McDo, le nouveau... Absolument pas. Non, absolument. Puis moi, je comprends pas. Écoute, je veux pas nommer de nom, rien de là, mais comme je comprends pas que des joueurs professionnels ou des athlètes professionnels vont s'associer avec des brands qui représentent pas la santé. Ça fait pas de sens pour moi. Tu m'amènes sur 2 sujets que j'avais pas pensé, mais tu sais, j'ai vu un influenceur fitness, un gars que j'aimais vraiment beaucoup son contenu. Au Québec, le gars, il est en shape, man. Je le regarde sur Instagram, puis je suis comme, tabarouette que le gars est en shape. Puis là, récemment, il a fait des pubs de McDo. Puis j'étais un peu comme, bro, genre, je comprends qu'on a tous besoin de gagner notre vie. Puis quand t'as un McDonald's qui vient te voir puis qui te donne, on va dire, 10 000 $ pour ton post pour être dans une pub. Mais je suis genre, t'as tout bâti ton clout puis ta communauté en disant, je m'entraîne, je mange bien. Ils bâtissent toute une communauté à bâtir de ça. Puis après ça, je suis comme, puis tu vas au McDo. Tu sais, moi, une des affaires qui a été le plus bénéfique dans ma santé, j'ai pas mangé dans un fast-food, tu sais, un fast-food genre AEW, Burger King, McDo. Ouais. Tu sais, j'ai mangé, on faisait comme Five Guys Burger, mais je suis comme, pour moi, c'est comme pas c'est pas la même affaire. Puis j'étais un peu comme, bro, tu promotes genre McDo, j'étais un peu genre, Ah, ça fait pas de bon sens. Ça fait pas de bon sens pour moi. Puis que ce soit n'importe quel joueur professionnel ou n'importe quel athlète, moi, je pense que tes réseaux sociaux doivent refléter un peu tes valeurs. Puis, OK, tu vas me dire que peut-être tout le monde a un prix, mais il y a des choses qui n'ont pas de prix dans la vie. Puis moi, je pense que d'aller au-delà de tes valeurs puis de représenter des brands pour un montant d'argent, tu sais, comme, je trouve qu'il y a une limite, là. ouais. Puis même ça, récemment, au Centre Bell aussi, j'ai vu une affaire. Là, puis là, c'est un autre point éditorial que j'espère que les gens là, qui vont voir ça, vous catchez la game marketing. Dans l'entrée au Centre Bell, le mur est placardé d'une compagnie qui vend les pouches de nicotine. Puis ils font de la publicité de tout ça en disant que c'est pour aider à arrêter de fumer. J'espère que tout le monde est au courant que c'est de la fucking bullshit, là. Parce qu'il n'y a pas un gars qui fume depuis 25 ans des vraies cigarettes puis qui travaille comme gars de la construction, il va pas passer des cigarettes au pouch de nicotine. La raison que la pub de pouch de nicotine est dans le corridor au Centre Bell, là, c'est que cette compagnie pharmaceutique-là... Ils veulent faire de l'argent, c'est tout. Ils veulent targeter le gars de 14, 15, 16 ans. Là. Moi, je peux pas croire qu'il y a comme personne... Moi, quand j'ai vu ça, je suis comme... C'est clair comme de l'eau de roche que c'est une magouille marketing pour brander une marque de pouch de nicotine à des kids de 14, 16, 18 ans parce que c'est ça qui est trending dans le monde du hockey, de prendre des pouches. Puis je me dis, come on, là, juste... On a vu la game avec les vapes. Quand les vapes sont arrivés, les compagnies ont dit c'est pour aider les gens à arrêter de fumer. Ben non! Ah, c'est pire. C'est pire. Le monde a des vapes, ils dorment avec, tu peux vaper à l'intérieur. C'était la meilleure façon pour les compagnies de tabac de contourner la cigarette. La cigarette, ça pue, c'est dégueulasse, c'est épouvantable. Là, tu as une vape. Je pourrais même être là en ce moment avec toi. Là. Ouais. Tu vois, le monde des mais faux les gens qui ont des vapes, ils la lâchent pas. Hein? Ils l'ont 24 heures sur 24. C'est la première chose qu'ils payent en se levant, là, souvent. Là. C'est épouvantable. Puis là, on revoit la même affaire avec les pouches de nicotine. Je comprends, le gars de marketing, puis je sais que ça va grincer des oreilles, grincer des dents au Centre Bell que je fasse une critique là-dessus. Mais tu sais, s'il vous plaît, dites-moi pas que les pubs de pouches de nicotine, l'intention, c'est d'aider les gens à arrêter de fumer. Le but que vous faites des pubs de tout ça, c'est juste pour aller chercher des nouveaux clients. Puis vous savez très bien que vos clients potentiels de 14, 16, 18 ans, c'est des jeunes joueurs de hockey, puis vous leur crissez une marque d'en face. Fait que juste, assumez-vous. Mais moi, je trouve que c'est déplorable que, justement, le Centre Bell... J'avais même pas vu cette pub-là. Ouais, c'est dans l'entrée. Juste à côté, tu as la cage au sport, tu as l'entrée principale, puis juste à côté, tu as une autre petite entrée secrète, puis le mur est placardé, là. Mais tu vois, ça devrait être dans les valeurs de l'équipe, ça devrait être dans les valeurs du monde sportif que tu fais pas la promotion de ces affaires-là. C'est aussi simple que ça. C'est de la nicotine, c'est...
c'est différent de fumer une cigarette parce que t'as pas l'effet de la boucane puis tout ça sur tes poumons, mais n'empêche que ça reste de la nicotine. Puis les produits vont toujours être là, tu sais, l'alcool va toujours être là, puis c'est correct, les gens ont le droit d'en consommer s'ils en veulent, mais d'une équipe sportive, de faire la promotion de ça, je trouve que ça n'a pas sa place. Moi aussi, je suis 100% d'accord avec toi, mais de notre côté, leur argument qu'ils vont dire, c'est que non, c'est pour aider les gens à arrêter de fumer. Mais non, mais là, c'est ça. OK, l'épisode tire à sa fin. Je termine avec des questions en rapid fire pour toi. All right. OK, Seb, faire de l'autobus dans la Q ou dans la ECHL? Q. La ville inconnue qu'on devrait découvrir en tant que fan de hockey dans la ECHL? Kansas City. Pour ou contre les partisans qui portent des manteaux fluo au game de hockey? Pour. Gagner Occupation Double ou gagner la Coupe Memorial? La Coupe Memorial. Pour ou contre l'interdiction des batteurs dans la Q? L'interdiction? Ben, Ouais. Moi, je veux qu'il y en ait encore. Tu veux qu'il y en ait? Ouais. Parfait. La meilleure ville de hockey dans la Q? Chicoutimi. Les plus gros dramas, ça se passe dans le vestiaire de hockey ou dans la maison des boys à OD? La maison des boys à OD, parce que dans un vestiaire de hockey, tout se dit, puis ça se règle live là. Tandis qu'à OD, le monde aime ça parler dans le dos. Le meilleur ancien joueur du CH, Max Lapierre ou Guillaume Latendresse? Je vais dire Guillaume. C'est bon. Hey, un gros merci, Seb, de t'être déplacé. Merci de m'avoir partagé toutes tes expériences. C'était vraiment agréable. Pour les Puck Junkies qui écoutent le podcast, c'était déjà le 10e épisode de l'année. Moi, je prends une pause de 2 semaines parce que je m'en vais en Colombie. Nice. Inquiétez-vous pas, pensez pas tout de suite à ce qui se passe en Colombie, les produits. Moi, je suis un gars d'alcool, that's it. Fait que, ou les champignons magiques, non? Ouais, champignon magique. Mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'est thérapeutique, ça. Oui, non, c'est pour ouvrir ma spiritualité. C'est en microdose, c'est ça. ça. Et pour découvrir les trades de Kent Hughes. Fait que je prends une pause de 2 semaines. Continuez à vous abonner pour rester au courant. Je prépare quelque chose pour les playoffs. C'est pas tout clair dans ma tête, mais je vais continuer de faire quelque chose dans les playoffs. Puis c'est sûr que je vais revenir en septembre prochain. Mais comme je dis, petite pause de 2 semaines, puis après ça, on va être back. Merci beaucoup. Nice.